Parfait. Ben, je pense donc qu'on peut démarrer. Là, de ce que je constate, je pense que tout le monde est déjà familier avec le projet, hein. Tout le monde est dans la famille de Mitsui, de ce que je comprends. Euh, donc, bienvenue à notre premier atelier culturel. On est très heureux de vous voir ici ce matin. Tout d'abord, moi, c'est Marie-Ève. Je fais partie de l'équipe recherche et développement de la Maison de la culture du Brésil au Canada. Et puis, euh, pour introduire la maison quand même, là, pour le rappeler, donc, elle a été fondée en mai 2025 avec une mission toute simple, promouvoir la langue brésilienne et portugaise, donc, et la culture du Brésil au Canada, en créant vraiment un espace pour l'apprentissage, le dialogue et puis les échanges interculturels. Le Brésil a vraiment une culture qui est super riche, qui est parfois un petit peu méconnue, qui a beaucoup de traditions, une histoire assez complexe. Donc, on est vraiment heureux là, d'avoir des ateliers et puis un espace là, pour partager ça avec vous aujourd'hui. L'idée de la maison, là, c'est vraiment de faire des ponts hein, entre la culture canadienne et puis la culture du Brésil, vraiment avec une belle conversation là, qui peut s'amorcer ici. Et puis, l'idée, c'est évidemment là, d'interagir avec cette culture-là. Donc, pendant la présentation, je pense que Léla préfère les questions à la fin. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, je pense, mais je pense que les gens peuvent juste lever la main et poser des questions comme ça, un peu pas, des fois comme ça peut perdre le rythme si la personne attend comme jusqu'à la fin. Donc, si vous avez des questions, on peut juste lever la main. Pas de problème. Super. Donc voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'interagir hein, et puis d'avoir un espace là, pour Tu peux juste. dialoguer Oui, sur cette moi, j'y culture-là. faisais pour nous enlever, mais là, je dois y aller. Hmm. Pour les enlever. Madame Johnson, on vous entend, par exemple. Oui, excusez-moi, je vais Oui. aller. Merci beaucoup. Euh, oui, donc, Léla Faix Oui. est une traductrice et une éditrice et elle s'intéresse particulièrement à la littérature brésilienne, à la culture de la samba et puis à l'histoire sociale complexe de Rio, d'où elle est native. Et puis, elle a un parcours académique là, qui va en ce sens et aussi beaucoup d'expériences personnelles, donc avec la culture et l'histoire des carnavaux. Des carnavals, des carnavaux? Et donc, elle va pouvoir aujourd'hui là, nous guider à travers cet univers fascinant et un peu méconnu du carnaval. Donc, je lui laisse la parole immédiatement. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci. Bon, je remercie à la CASA pour cette opportunité de parler aujourd'hui. Comme tu bien disais, je, je suis grandi, comme j'ai grandi dans Arialengo, c'est un quartier à Rio qui se trouve dans une région qui s'appelle Zone Ouest. Et donc, la culture populaire est très puissante là-bas. Donc, le carnaval fait partie de ma vie. Quand tu as demandé si c'était carnaval, le carnaval, comme il y a plusieurs carnavals au Brésil, c'est vrai. Mais comme c'est que je peux vraiment, comme ce que je connais au fond, c'est les carnavals à Rio. Donc, j'ai choisi aussi de suivre ces parcours dans ma vie professionnelle. Donc, je fais un DES en histoire et humanité, avec une recherche qui portait sur les samba et les favelas, la façon dont et comme il y avait une convergence entre les deux, comme c'était au moment qui les samba étaient en train de naître au Brésil, qui les favelas aussi, ils ont commencé à se bâtir là-bas. Donc, après, j'ai fait ici à l'UQAM une maîtrise en littérature avec une recherche en études littéraires et qui porte aussi sur l'écriture des femmes noires dans les favelas. Et, euh, et j'ai fondé l'année passée le projet Lettra Raiz, qui c'est un projet de littératie du portugais en tant que langue d'héritage. Mais aussi comme pour les enfants qui sont fils de Brésiliens ici, mais aussi pour les Brésiliens qui veulent approfondir ses connaissances en portugais, mais toujours dans une perspective décoloniale. Donc, on est toujours en train d'être en contact avec la littérature des voix qui ont été marginalisées, euh, qui ont été, c'est ça, comme marginalisées au cours de l'histoire de notre pays. Et c'est ça. Donc, je pense que ouais, j'ai même des ateliers d'écriture et
Donc, le carnaval, c'est quelque chose aussi qui m'apporte beaucoup d'enthousiasme personnel. Et donc, voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais juste savoir qui a déjà assisté à un défilé euh, à Rio, mais live. Je pense que vous pouvez cliquer ici juste pour que j'aille une idée. On Ce peut qui est- c'est- pas cliquer, malheureusement, Ah nous. non, ok. Oh non, je pensais que c'était possible. Ok, bon, je vais passer ici. Mais est-ce que quelqu'un peut lever, est-ce que quelqu'un est déjà allé, comme je pense que Roberta peut-être, mais Ah, la vérité, je ne suis pas jamais allée à... non, Non, ok. en ce moment. J'ai passé beaucoup de fois de France. Je regarde, mais je n'ai pas participé jamais. Ah, ok, bon, ok. Donc, on va parler depuis les débuts pour tout le monde. Je vais passer ici, donc, euh, ok, je vais juste montrer 30 secondes de défilé de Beija-Flor. C'était la championne de l'année passée. Et on va mieux comprendre les systèmes de la compétition, mais c'est juste pour vous dire que c'était la championne du carnaval de l'année passée. Et c'était un super beau défilé. Donc, je vais montrer juste 30 secondes pour que vous soyez genre un peu plus comme dans l'ambiance carnaval et pour avoir une idée aussi de la chanson. Dieu n'est pas là. Oui, on n'entend pas le son. Peut-être si tu arrêtes ton partage et que tu t'assures de Ah, vraiment cocher partager l'audio également. Des fois, ça peut ne pas se ok. faire automatiquement. Et comment j'ai fait? J'arrête les partages. Oui. Puis tu le Ok. redémarres. Uh-huh. Tu devrais voir une petite option, là, partager le son également. Ok, on va voir. Maintenant, ok, partager l'écran. Ah oui, c'est ça. Ok, parfait. Chama João pra oh meu Deus do céu, Rocha Puta, o Cristo Negro me fez quem eu sou. Receba toda a gratidão, honra dessa nação que for. A casa de Ogum chamou me guia, a casa de Ogum chamou me guia. Foram atabaques no quilombo beija-flor, terreiro de Laíla, meu crioulo, a casa de Ogum. T'es en sourdine, Léla. Ok, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok. On t'entend bien. Oui, c'est quand je parle la vidéo, ça coupe automatiquement mon microphone, c'est ça. Je pense qu'il va falloir le faire manuellement tout le temps. Mais ok, mais est-ce que vous avez pu comme bien écouter et voir la vidéo? C'était bien? Oui, c'était parfait. Oui, super, super.
Ok, donc pour commencer, pour parler du carnaval, tout d'abord, il faut parler sur l'origine du samba. Et je sais qu'en français, normalement, on dit la samba parce que c'est toujours associé à la danse samba. Mais je mets toujours lumière sur les faits. Je pas toujours au masculin parce que le samba, c'est pas seulement un genre des musiques, une danse, c'est vraiment comme un style, c'est un style de vie. Et c'est une manifestation culturelle plus ample au Brésil. Donc, juste pour vous dire que je vais dire toujours le samba. Et il y a toujours un genre de rivalité entre Rio et Bahia concernant l'origine du samba. Mais je pense que tout le monde a un peu de raisons parce que le samba, il a une origine africaine, donc il est né dans plusieurs endroits en même temps. Et donc, parce qu'il a des racines africaines, euh, on peut dire que, vous voyez, comme dans la carte, donc on a eu comme le Brésil était le pays qui a kidnappé la plus grande quantité de personnes d'origine africaine pour les réduire en esclavage pendant presque 3 siècles. Et donc, c'était entre 4 et 5 millions de personnes qui ont été amenées dans ces conditions. Et donc, dans plusieurs régions du Brésil. Donc c'était, tout s'est passé en même temps. Et donc, c'est pour ça à quel point la culture africaine, elle est inséparable de l'histoire du samba, mais de notre histoire même. Et donc, c'est un genre de sujet comme j'avais dit, vous connaissez déjà mon histoire. Donc, je suis très contente de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés à, comme tu as bien dit, Marie-Ève, comme c'est un sujet un peu méconnu. Et, et je pense que c'est une façon très heureuse de donner la voix comme à ces gens qui ont construit l'histoire du Brésil, la culture du Brésil. Et donc, je passe ici. Le mot samba, il vient de samba et c'est une expression en Umbudo ça vient de Angola. Le pays qui s'appelle Angola aujourd'hui, ça ne s'appelait pas comme ça avant, mais ça signifie danse en cercle et c'est différent des danses religieuses. Et donc, dans ce genre de danse, il y avait déjà des instruments de percussion et c'est comme ça que la pratique était arrivée au Brésil. Mais c'est sûr aussi, c'est pas 100% d'origine africaine parce qu'il y a aussi des influences européennes comme la polka, les machiches, les lundu. Et parce que ces personnes qui étaient en situation d'esclavage, elles travaillaient dans les maisons des maîtres. Et donc, disons, comme dans les foyers, comme il y avait toujours comme des gens qui dansaient la polka, les machiches, le lundu. Donc, c'était comme ça que les personnes noires, elles ont commencé à faire un mélange de ses propres origines avec la culture avec qui elles avaient contact à ces moments-là. Et ici, c'est une peinture d'un artiste qui s'appelle Heitor dos Prazeres. Il représente une roda de samba, tu vois. C'est roda de samba, c'est un cercle de samba, et dans une favela de Rio de Janeiro. Et donc, c'était un peintre très, très important pour la représentation de la vie des communautés et des communautés pauvres à Rio. Et par coïncidence, la première fois, il a reçu un hommage d'une école de samba cette année-là, que c'était Ville Isabelle. C'était vraiment un très beau hommage. Et j'ai un peu de misère de changer des écrans. Et OK, donc les instruments pour jouer le samba, c'était comme ces instruments, c'est plutôt les percussions qui donnent des rythmes. Donc ici, on voit ici, ici un atabaque, ici comme ça s'appelle sourdo, ici c'est la cache, ici c'est comme une guitare, ici c'est une petite guitare, mais ça s'appelle cavaquinho. Donc elle n'est pas la même chose qu'une guitare normale parce qu'il y a juste 4 cordes, donc les accords, les designs des accords est différents. Et la mancère aussi des cordes différentes, donc les sons sont beaucoup plus aigus. Ici, c'est un pandeiro. Il y a aussi les tambourins, c'est un pandeiro un peu plus petit. On va les voir chaque. Mais comme on va voir un peu le son un groupe qui joue du samba. Mais je souligne aussi que puisque le samba, il était né dans des communautés noires, des communautés des personnes qui étaient en situation d'esclavage,
une loi, ils ont créé une loi, le gouvernement a créé une loi qui criminalisait le samba. Et donc, il était considéré comme une musique des personnes qui n'avaient pas d'emploi parce que, bon, pendant l'abolition de l'esclavage, c'était la princesse Isabelle qui a juste comme signé la loi de l'abolition, mais il y avait comme millions de personnes qui n'avaient pas un emploi, qui n'avaient pas un projet d'inclusion sociale. Donc, c'est sûr qu'il y avait millions de personnes qui étaient en situation de chômage. Et, et donc, et puisqu'il jouait du samba dans les jours à jour, comme c'était criminalisé parce que c'était considéré comme un type des manifestations culturelles des personnes qui n'avaient pas d'emploi, des fainéants et des vagabonds. Et donc, à cette époque-là, s'il y avait une personne qui juste portait un instrument qui était visible, elle était arrêtée. Et, et évidemment, comme, puisque c'était toujours des personnes noires qui étaient en train de jouer des instruments, ou même comme en train de faire des cercles, même s'ils ne jouaient pas ou s'ils ne portaient pas un instrument, s'ils faisaient un cercle, c'était déjà une raison pour aller en arrêt, parce que c'était toujours associé à la criminalité. Et donc, je vais montrer ici une petite vidéo d'un groupe qui joue le samba. Mais c'est beaucoup plus comme tranquille par rapport au samba du carnaval, vous allez voir. Et comme je mets accent sur la cuica, que cet instrument blanc. Et bon, je vais juste montrer un peu. Et je faisais toujours attention au rythme. Vous voyez cet instrument au côté de la cuica, c'est le gros instrument qu'il s'appelle sourde. Et c'est lui il est très, genre, c'est un gros, un son vraiment grave. Il va marquer le rythme de la musique. Et c'est ça que c'est comme le cœur du samba. Euh, c'est les compas. Donc, moi, personnellement, je trouve ça fascinant. Je vais vous montrer maintenant. Ah non, attends, il faut couper les microphones. OK. On n'entend pas malheureusement. Non, ah, encore. Est-ce qu'il va falloir toujours? Est-ce qu'il va- Ben normalement, non, là, je trouve ça un peu étrange. Si. Ouais, restez-le voir. Je vais essayer une nouvelle fois. Attends. C'était parfait. OK. Maintenant, je pense que j'ai bien compris comment ça fonctionne. Vous m'entendez maintenant, c'est ça? Oui, on t'entend bien. Parfait. OK. Donc voilà, la cuica, c'est cet instrument qu'il y a comme elle est plus mélodique que rythmique. Donc les autres, ils vont toujours comme marquer les compas, le rythme de la musique, mais la cuica, elle va créer un autre genre de, des conjoints comme sonores, disons. Et vous voyez ici, de ce côté, c'est le pandero. Et ici, oui, c'est le pandero. Ici, je pense que, ah ouais, je ne me souviens pas le nom de cet instrument. Ici, c'est la cuica, c'est le sourdo qui fait le ton, ton. Et vous allez remarquer, comme au cours des prochaines vidéos qu'on va voir, les samba du carnaval, il est vraiment marqué par les sourds. C'est quelque chose qui, on est capable, même si on est à l'aise, comme si on connaît bien les écoles de samba, on n'aime pas, on est capable de reconnaître les samba par la façon dont les sourds ils les jouent. Donc, c'est vraiment comme quelque chose de fascinant.
Et donc, je vais parler de Chia Siat. C'est une figure très importante dans la résistance de l'oppression dont j'avais parlé comme il y a quelques minutes. Mais comme je veux comment juste de mémoriser son nom parce qu'elle sera mentionnée plus tard. Et Chia Siat, elle était une femme qui était née à Bahia. Donc, les gens qui sont nés à Bahia, s'appellent Bahianes. Et elle a déménagé à Rio quand elle avait 22 ans. Et, et comme fun fact, moi aussi, je suis née à Bahia. Et j'ai déménagé à Rio quand j'étais petite. Donc, c'est toujours comme quand je regarde son histoire, je pense, oh my God, comme j'ai eu le même parcours que Tiasiata, comme, aussi comme elle est allée à Rio pour vivre dans un quartier noir et tout cela. Donc, c'était au 19e siècle qu'il est arrivé à Rio. Et donc, bon, vous vous souvenez que j'avais mentionné que les débats sur les origines du samba, c'était comme entre Bahia ou Rio, c'était né dans quelle ville. Et en effet, Tia Siat, elle a la preuve que le samba, elle est né comme en même temps dans plusieurs endroits brésiliens parce que quand elle vivait à Bahia encore, elle participait déjà des cercles de danse, des rodas de samba. Et quand elle est allée à Rio, elle a juste continué cette tradition qui était déjà établie, mais elle était la personne qui était responsable de faire ce genre de pont entre les deux. Et donc, elle vivait à Praça 11, qui est un quartier très, très, très traditionnel, qui se trouve juste à côté de Sambodrome aujourd'hui. Et donc, comme plusieurs musiciens du samba sont nés là, sinon sont grandis là, les écoles de samba qui sont très importantes sont nées là-bas aussi. Et donc, et sa maison, elle est devenue un genre de centre musical pour les personnes qui jouaient le samba. Et comme le samba, il était criminalisé, et Chessiata, elle avait une stratégie très, très intéressante qui, dans la salle de sa maison, les gens jouaient comme des musiques qui étaient socialement acceptées, comme la polka, les choros. Les choros, c'est comme les samba plus sophistiqués, un peu plus cultivés. Mais à l'arrière de sa maison, dans la cour, il y avait les rodas de samba. Donc, normalement, quand il y avait genre une intervention policière, elle disait, mais non, non, ces bruits-là, c'est juste le choro qu'on joue dans la salle. Et elle était aussi une personne elle avait plusieurs rôles et elle cuisinait très bien. Elle était une personne qui maîtrisait aussi les herbes, les plantes. Donc, elle était une personne qui tout le monde allait voir s'il était malade pour demander comme des orientations médicales. Et Tia Siata, elle était aussi une personne, malgré une personne noire et marginalisée, elle avait un talent euh, pour établir ce genre de ponts. Donc, elle était aussi une personne très, très, très bien réputée parmi les politiciens et les gens blanches qui étaient sous le pouvoir à Rio, parce qu'à cette époque-là, Rio, c'était la capitale du Brésil. Donc, elle était capable des fois comme de faire des négociations et de demander de dire comment, écoute, les samba, est-ce qu'on peut comme faire des exceptions dans ces cas-là? Donc, elle était vraiment comme une figure mythique dans l'histoire du samba. Et on va voir parce que sa figure, elle est très présente dans les défilés des carnavals. Mais aussi, comme c'est la première fois, comme malgré le carnaval, il existe, ça fait déjà longtemps, c'est la première fois qu'elle sera le thème d'un défilé l'année prochaine. Et on a vu cette nouvelle la semaine passée, donc on est vraiment content qu'elle va recevoir cet hommage l'année prochaine. Et oui, c'est ça. Et je vais montrer un peu de l'histoire de l'école aussi qui va lui rendre hommage. Et, donc, il n'y a pas d'enregistrement des Rodas de Samba Cavalier chez Tia Siat, mais c'était là qui était composé, qui était écrit et aussi enregistré la chanson pelo téléphone, et que c'était considéré comme la première version enregistrée d'une chanson de samba. C'était en 1916. Je pense qu'elle était écrite en 1916, mais elle était enregistrée en 1917. Et elle fait une critique drôle sur la répression policière. Et je vais montrer juste un petit morceau de la chanson. Mais c'est toujours comme vous voyez, comme le samba, elle était déjà né
Elle portait déjà sur lui comme une critique sociale, une réflexion sociale, parce que c'était la façon de se rigoler de toute la situation qui était dramatique. Mais vous allez aussi remarquer que la percussion, au début, elle n'était pas si intense comme aujourd'hui, comme on peut remarquer plutôt les cordes, la guitare et les cavaquinhos, qui était la guitare la plus petite que j'avais mentionnée. Je vais juste fermer mon micro ici. Ah, vous voyez, je ne suis pas capable de cliquer sur le lien. Ouais, c'est difficile, hein? Peut-être si tu essaies d'appuyer plus vers la gauche du vidéo, parce que Et là, on la dirait que gauche ça te... ici. Ah ben non, ça te fait vraiment que changer de... Oui, je vais juste faire ici pour voir si je suis capable. Ouais, si tu... Ah. Ah, bon, super. On entend. Ah oui, parfait. On entend. Pelo telefone, samba carnavalesco gravado por Baiano e Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar. OK, je pense que vous m'entendez normal? Oui, super. Donc, c'est ça. Vous voyez que c'était plutôt comme, il est plus proche du choro, c'était le samba plus cultivé. Mais on remarque déjà qu'il y a quand le chef de la police appelle le téléphone, mon ami, là, il y a toujours un ton, c'est plus léger, mais il était déjà présent. Et juste pour vous raconter, pelo téléphone, cela veut dire comme par téléphone, c'est plus facile d'identifier les mots. Mais il dit que c'est comme s'il appelait quelqu'un pour dire la police est en train d'arriver. Donc, parce qu'il dit comme qu'il y a des gens qui jouent comme des jeux illégaux, qui dansent dans une région et qui s'appelle c'est une square qui s'appelle Carioca, qui existe encore aujourd'hui. Donc, c'est super drôle. Et, et voilà. Donc, ça, c'était en 1916. Donc, au fil de ces décennies, le samba a été consolidé et diversifié. Donc, aujourd'hui, euh, nous avons une variété des styles de samba. Le samba, il est vraiment comme vaste, les possibilités des styles de samba. Il y a comme le samba urbano, que c'est le samba le plus comme qui est joué dans les centres-villes, les grandes villes. Et le samba canção, samba partido alto, samba de gafieira. Samba de gafieira, c'est plutôt comme la danse qui en danse en couple. Et je vais montrer un petit morceau de samba du Partido Alto. Samba du Partido Alto, il est très traditionnel, il est très historique. Et vous allez voir comme c'est normalement Partido Alto, il était né dans les endroits où les gens allaient juste pour jouer, mais il faisait comme des improvisations. Donc, on appelait, c'était juste comme, tu étais là, les gens jouaient, donc quelqu'un levait la main et disait comme, non, je vais chanter un peu. Et il arrivait comme au centre du cercle de samba, et il chantait quelque chose. Donc, c'était toujours comme un exercice aussi d'improvisation, des rimes, d'écrire les écritures qui fitaient dans la mélodie. Donc, je vais montrer comme c'est une vidéo c'était un film qui a été enregistré dans les années 70 et je vais montrer plus ou moins 30 secondes. Ah, attends, je vais juste attirer l'attention sur le fait que j'ai mentionné le sourdo, qui c'est l'instrument qui marque les compas. Et donc, c'est juste pour que vous faites attention à la marcation, que le ton, ça c'est l'identité vraiment du samba, des parties d'autres, mais des autres sambas aujourd'hui.
Pagode do Manasteia está melhor como um tapão pra complementar. Tem batida de limão, ô limão, ô limão. Eu cheguei aqui agora e folhando o limoeiro para apanhar um limão, pra fazer um desespero, limão, ô limão. O Altair do samba pelo sim ou pelo não. Et voilà. Donc, le sujet de la chanson, c'était le citron. C'était vraiment quelque chose de très comme aléatoire, randomique, mais donc il s'est invité à juste chanter et parler de citron dans dans ce cercle de samba. Et donc, OK. Et le samba enredo, il est un des sous-genres de samba. On va aller voir avec plus de détails plus tard. Mais ici, comme maintenant qu'on connaît mieux l'histoire du samba, donc c'est quoi le carnaval? Dans quel contexte il était né au Brésil? En effet, comme c'était une célébration d'origine chrétienne, c'était vraiment comme les siècles 5 après la naissance de Jésus, c'était les papes grégoires qui étaient ordonnés qu'à une certaine période des fidèles renoncent au plaisir de la chair. Donc, cette période s'appelle carême et ça dure 40 jours, comme pour commémorer les 40 jours que Jésus a passé dans le désert, etc. Et donc, cette idée de passer autant de jours dans les recueillements a conduit l'Église à créer une sorte d'adieu à la chair, qui en italien se dit carnevale. Et cette période correspond au moment de se livrer au plaisir mondain avant de commencer le carême. Donc ici, on voit comme la peinture de Pieter Bruegel, c'était de 1559, qui montre la lutte entre le carnaval et la carême. Donc il y avait des gens qui vraiment voulaient comme se livrer au plaisir de la chair, d'autres qui trouvaient ça comme vraiment une vraie hérésie. Et mais bon, pendant cette période déjà, comme il y avait déjà ce genre de célébration au Brésil, et parce que les immigrants portugais, ils étaient chrétiens, et donc à cette époque-là, ils dansaient dans les rues et ils se lançaient comme l'un sur les autres les fécules des maïs, des citrons, la farine, et il y avait déjà un groupe de percussions. Et les noms de ces genres de fêtes s'appelaient intrudo. C'était une fête populaire, donc toutes les classes sociales descendaient dans les rues pour faire la fête, donc c'était vraiment la folie. Et donc, folie même, comme ces mots, on les dit en portugais pour l'associer au carnaval, folie. Folie, c'est vraiment le moment de la fête, du moment où il y a une supposée démocratie entre les classes sociales. Et donc, rapidement, ces fêtes dans les rues, ces fêtes populaires, elles ont évolué et les gens ont commencé à créer des musiques pour accompagner ces genres de défilés. C'était pas organisé, mais il y avait déjà des gens qui défilaient dans les rues. Donc, ces jeux, il est devenu populaire. Et ça a commencé à se répandre partout les Brésil, y compris dans la ville de Rio. Donc, le carnaval, il est le résultat de cette fusion culturelle et surtout dans les contextes des favelas. Et pourquoi? Parce que les personnes noires qui étaient déjà n'étaient plus comme mises en situation d'esclavage, mais ils étaient les premières personnes à créer des groupes avec les instruments de percussion. Donc, ils étaient déjà en train d'apporter un peu de leur culture et de créer des chansons pour accompagner les intrudos. Et, comme je me souviens, quand l'intrudo, c'est le nom de la première manifestation liée au carnaval au Brésil.
Et donc, c'est pour ça que les premiers mouvements liés au carnaval, ils étaient nés surtout comme le carnaval comme on le connaît aujourd'hui, parmi les personnes noires et pauvres. Et parce qu'ils étaient noirs et pauvres, on connaît déjà la façon dont ils étaient marginalisés, criminalisés. Ils ont dû s'organiser pour obtenir des autorisations pour défiler dans les rues, sinon ils pourraient être arrêtés. Donc, c'était le genre de manifestations qui étaient toujours réprimées par la police. Donc, on appelle et ils ont commencé à appeler ces genres d'organisations des cordões. Cordões, c'était vraiment un groupe de personnes qui étaient ensemble et faisaient partie d'un genre, un bloc de carnaval. Donc, à partir du 19e siècle, cette célébration, elle commençait à se faire plus sécurisée aussi parce que, et, oui, les mots sécurisés, mais aussi comme et organisé dans le sens qu'il y avait déjà comme des cordons qui avaient déjà un nom, qui avaient déjà un- une identité. Et aussi, c'était à cette époque qu'elles ont commencé à s'éloigner de la figure chrétienne, comme le carnaval n'était plus une manifestation chrétienne ou religieuse, c'était vraiment une manifestation culturelle. Et je vais revenir sur le nom cordon dans quelques minutes parce qu'il est toujours très présent au Brésil. Et donc, c'était au début du 20e siècle qu'un journal très important qui s'appelle Journal do Brasil, il a commencé à organiser des concours pour donner des prix aux cordons qui avaient les costumes, les drapeaux les plus beaux, les plus luxueux. Et donc, la communauté de chaque cordon, ils ont commencé à s'organiser, à s'impliquer vraiment dans la production de ces éléments pour gagner les concours, parce que les concours aussi, ils étaient rémunérés. Et mais les cordons qui ont été commencé à être plus luxueux pour être différents du reste et ils ont commencé à se autonominer comme rancho. Donc, il y avait les cordons et les ranchos. Et donc, les ranchos, ils avaient toujours les éléments. Il faudrait avoir ces éléments. Un porte-drapeau, qui c'est une personne qui porte les drapeaux, qui c'est l'identité de chaque rancho, de chaque cordon. Et trois, mestre-sala. Mestre-sala, c'est vraiment comme des maîtres. Donc, c'était un qui était responsable de diriger l'orchestre, l'autre du chœur, parce qu'il y avait comme des gens qui chantaient déjà, et l'autre qui était responsable de la chorégraphie de groupe. Donc, vous voyez que c'était vraiment comme très organisé, très structuré. Il y avait aussi un groupe instrumental qui était régi par les maîtres. Et donc, vous vous souvenez des Chiasiat, et pour que les ranchs soient reconnus comme ranch et pas comme cordon, parce il y avait déjà une hiérarchie, genre les ranchs étaient plus importants, disons, que les cordons. Ils devaient être bénis par les Tia Baiana. Donc, il y avait un groupe de Tia Baiana, pas seulement Chiasiata, mais d'autres Baiana qui étaient aussi comme liés à la pratique des religions africaines, qui recevaient chez elles des musiciens de samba. Donc, s'il y avait une unanimité entre les Tia Baiana qui disaient comme non, c'est vraiment un ranch, donc il pourrait être nominé comme ranch. Sinon, c'était juste un cordon. Mais c'est comme une bénédiction des Tia Baiana. Et donc, c'était en 1917 que les ranchos Ameno Reseda, je vais retourner un peu ici. Et ils ont présenté un défilé qui était tellement beau qu'il était décrit dans les journaux du Brésil comme un ranch qui est devenu une école. Donc, c'était la première fois que quelqu'un a appelé un ranch d'école. Et donc, ça, c'est important pour qu'on comprenne d'où vient les noms école de samba. Et donc, ici, je vais juste mentionner brièvement aussi, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais dans les mouvements comme des défilés, des carnavals, et, c'était vraiment comme populaire, ça venait des classes populaires, mais il y avait déjà des personnes qui étaient issues de l'élite, qui ont commencé à organiser à participer de l'organisation des défilés, mais aussi ils profitaient de cette période pour discuter de la politique dans un contexte plus festif. Donc, dans ces groupes, ils étaient de l'élite, mais ils étaient progressistes. Et donc, je mentionne un groupe qui s'appelle Société des groupes feignants et ils étaient inspirés des groupes révolutionnaires irlandais
À cette époque-là, il y avait déjà comme les conflits en Irlande. Mais même avant l'abolition de l'esclavage, ils étaient impliqués dans l'organisation du carnaval. Et puisqu'ils étaient influents, parce qu'ils étaient riches, faisaient partie de l'élite, donc ils étaient capables de négocier. Donc, des fois, ils disaient comme, ah, le défilé, il sera possible de se passer tant que 12 personnes en esclavage soient libérées. Donc, il y avait toujours une possibilité de négocier un peu pour libérer certaines personnes en situation d'esclavage. Et donc, cela veut dire que bon, depuis le début, le carnaval, il a ses caractères politiques et libertaires aussi. Et donc, les premières vraiment écoles de samba, et sont nées entre 1920 et 1940. Et donc, les trois premières écoles qui s'appellent Deixa Falar, Mangueira et Portela. Et, et c'est ça quand les carnavals a été, comme les ranchs étaient devenus encore plus luxueux et plus organisés avec une structure plus professionnelle. Et Deixa Falar est vraiment considérée comme la première, qui a été fondée en 1928 par le musicien de samba Ismael Silva, qui c'est une figure très importante dans l'histoire du samba. Et, c'était lui comme une Noël Rose, ils sont vraiment comme les éléments centraux les éléments centraux de la discussion de l'histoire du samba. Et donc, déjà, Fala, malheureusement, cette école n'existe plus. Et même Mangueira et Portela, oui. Elles sont très traditionnelles, elles sont très importantes même aujourd'hui. Je vais parler un peu plus. Et moi, j'ai pu accompagner un peu de l'histoire des deux parce que moi, j'étudiais à Mangueira. C'était une favela qui se trouve dans la zone nord de Rio. Et Portela, elle se trouve dans un quartier qui s'appelle Madureira, mais c'est l'école de ma famille. Et donc, on a toujours un lien affectif, donc ils sont très importants. Et, mais le nom école, et même s'il avait mentionné avant par les journaux du Brésil qui disaient que les ranchs étaient devenus des écoles, c'était Ismael Silva qui mentionnait toujours que le nom école s'était attribué à Deixa Falar parce que les meilleurs musiciens venaient de Deixa Falar. Donc, il disait toujours que Deixa Falar était une école de samba parce que c'était eux les responsables vraiment comme de préparer les gens à jouer le bon samba. Et donc, la première école qui était comme qui existe jusqu'à aujourd'hui, c'est Station Primeira de Mangueira. Et elle possédait une école à son siège, une école qui enseignait les habitants à comment danser, à comment sambar. Elle a été aussi fondée en 1928. Donc, elle est aujourd'hui l'une des écoles les plus importantes, les plus riches, les plus célèbres. Et je vais montrer un peu ici. C'est son siège social. On appelle Quadre. Donc, c'est comme une arena de Mangueira. Donc, c'est ici que les répétitions se passent. Et vous voyez ici, comme il y a une petite scène où les gens chantent. Et c'est pas seulement les répétitions, mais il y a beaucoup d'événements, beaucoup de shows qui se passent ici. Donc, c'est vraiment énorme, c'est super beau. Et l'acoustique aussi est parfaite. Donc, ça se trouve vraiment au cœur de la favela de Mangueira. Et ici, je vais montrer aussi pendant une répétition, vous voyez, c'est pendant la préparation comme de défilé. Donc, ça se passe depuis juin, juillet. Ça commence à avoir des répétitions hebdomadaires ici. Donc, il y a comme les petites comme camarotes qu'on appelle ici, que les gens puissent regarder d'une façon plus confortable. Ici, c'est vraiment comme le public plus général. Et les répétitions, il y a comme toutes les parties du défilé qui vont faire des répétitions ici, mais surtout les percussions, parce que les percussions, c'est les cœurs d'un défilé. Mais il faut que tout soit vraiment parfait, que tout soit bien joué. Et ici, c'est Portela, c'est l'autre école qui aussi elle est très, 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 très ancienne. Il était né en 23, un peu avant Mangueira. Et, et c'est jusqu'au présent, c'est l'école qui a remporté le plus nombre de titres de championnat. Et ils sont basés sur le quartier de Madureira, qui c'est un quartier aussi très traditionnel pour l'histoire du samba.
mais pas seulement du samba, mais de la culture black. C'est à Madureira que se passe les plus grands, qu'on appelle charm and black music fête. Donc, c'est vraiment comme une fête qui se passe, je pense que c'est tous les vendredis. Et tous les gens de la culture black, comme de charm music, black music, soul music, vont là-bas pour jouer, pour danser, pour se rencontrer. C'est vraiment comme une culture très intense dans les quartiers de Madureira. Et ici, c'est la reine, c'est la quadra de Portela. Et ici, pendant une répétition. Et bon, c'est vrai, j'ai choisi deux moments différents d'une répétition. Ici, c'est la porte-drapeau et son escort qui sont en train de faire la répétition. Mais ici, vous voyez qu'il n'y a pas un porte-drapeau. Il y a les baianas. Et les baianas qui sont des personnes qui font partie d'un aile, d'un défilé. Mais donc, il y a des moments où chaque partie du défilé va faire une répétition pour que tout soit techniquement complet au moment du défilé. Et ici, il y a aussi Viradouro, qui c'est une école qui c'est pas sur la ville de Rio de Janeiro, c'est sur la ville de Niterói, qui se trouve juste à côté de Rio. Et Viradouro est la championne de cette année-là, de 2026. Et c'est l'école, c'est la ville de Mitsue, et ici de la casa. Et donc, elle était vraiment très, très contente, très fière aujourd'hui, cette année-là, parce que Viradouro était la championne. Ça faisait déjà longtemps qu'il ne remportait pas un prix. Et les défilés, il était vraiment très émouvant. Et donc, ils ont beaucoup mérité le championnat cette année-là. Et je pense qu'il n'y a pas une répétition ici. Ici, c'est une partie de défilé de Viradouro. Vous voyez, comme ici, c'est un char. Et et c'est ça, il y a plusieurs éléments. Vous voyez, comme ici, les sujets de cette année-là, c'était les maîtres de la percussion, qui s'appelle SIS. Donc, tout c'était lié aux éléments de percussion. Vous voyez, ici, c'est un instrument qui s'appelle agogo. Ici, c'est les atabaques. Il y a, je pense qu'il y a un pandeiro là derrière. Donc, tout était lié à ça. Et, et donc, maintenant, on va mieux comprendre c'est quoi un samba enredo. Et jusqu'à l'année de 1986, les écoles elles défilaient avec des thèmes qui c'était sur le propre choix. Donc, ce qui comptait le plus, c'était le rythme des tambours et la qualité des costumes, l'enthousiasme des membres. Mais à partir de cette année-là, euh, il faudrait établir un thème défini par le gouvernement. Et donc, c'était le gouvernement qui allait établir les thèmes qui seraient joués par l'école. Et bon, on était en 1986, c'était sur comme un autre genre de régime de gouvernemental. Et donc, les thèmes, il faudrait être toujours comme patriotiques. Et, et de cette façon, les sambas devaient toujours avoir des paroles qui correspondaient au défilé. Il faudrait avoir genre, déjà une cohérence entre les paroles, les sambas et les thèmes. Avant, c'était genre un peu comme on va parler d'amour et dans les défilés, on parlait d'autres choses. Mais à partir de cette année-là, de 1946, c'était vraiment, il faudrait avoir une cohérence. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une structure qui suit généralement les éléments suivants. Il faut toujours avoir l'introduction qui c'est instrumentale au parler, mais c'est au moment que le défilé va commencer. Donc, l'école va créer une ambiance, va créer une attente. Après, il y a la première partie qui va développer le récit et les refrains qui sera répété tout au long du défilé et les ponts musicaux qui va retourner au refrain. Et je vais vous montrer ici bon, ici c'est en portugais, mais l'année passée, le défilé de Tuiuti, Paraíso do Tuiuti, c'est une école qui, qui est vraiment intéressante. Je vais parler un peu plus bientôt. Et les thèmes, les sujets de défilé étaient Chikamani Congo. C'était qui Chikamani Congo? Et, elle était la première femme trans qui a été documentée. Sûrement, ce n'était pas la première femme trans au Brésil, mais c'était la première qui était vraiment documentée au Brésil. Et elle était une personne en situation d'esclavage et, et elle était amenée directement de l'Afrique, mais elle était condamnée
à mourir, comme sur les feux. Et donc, elle a reçu cet hommage de Paraíso do Tuiuti et les samba étaient vraiment beaux. Je vais juste vous montrer euh, un petit morceau. Et bon, je ne peux pas traduire toute la lettre et toute la parole, mais je vais juste vous montrer après la traduction d'un petit morceau aussi. Mais je vais juste vous expliquer que normalement, les paroles, ils ont beaucoup de mots en Yoruba. Et Yoruba, c'est une langue qui vient des pays comme Nigeria, comme les Mali et des pays qui sont plus dans de l'ouest africain, le nord-ouest africain. Et il était vraiment comme absorbé par la culture brésilienne, surtout les communautés noires et pour les religions pour les religions de matrice africaine. Et c'est la parole de cette samba ici. Il est très intéressant parce que dans la langue Yoruba, vous voyez comme il y a comme plusieurs couches de signification. Dans la langue Yoruba, il y a eu une autre qui s'appelle Pajuba qui était développée au Brésil. Pajuba, c'était une langue qui était parlée par les personnes trans. Et donc, c'était toujours une population très vulnérabilisée dans notre pays. Je pense qu'ils vont partout le monde, mais les Brésil, même aujourd'hui, c'est les pays où c'est plus dangereux au monde pour les personnes trans. Et donc, ils ont une langue qui s'appelle Pajuba, qui a des origines de Yoruba. Et c'est une façon de se communiquer dans les rues sans que les autres sachent qu'est-ce qu'ils sont en train de parler. Donc, les samba, ils ont beaucoup, et cette samba ici, la parole, et il a beaucoup de mots en Yoruba, mais Yoruba dans les Pajuba. Donc, c'est que je trouve génial parce qu'il y a eu comme un travail de recherche vraiment intense, mais je vais juste vous montrer, par exemple, ici, la deuxième partie qui dit comment est Pajuba, Kwenda, Sing Xoxa para fazer fuzuê. La seule mot, dans les deux premiers vers, les deux premières lignes ici, il y a juste deux mots en portugais, que, que sim, para fazer, donc, trois mots. Le reste, c'est juste Pajuba. Aí Pajubá, quando dá, você já fazer Mojubá, Poimará, Fubá e Dendê. C'est vraiment comme, c'est fascinant. Donc, je vais vous montrer un petit morceau de cette samba ici. Attends, je vais couper le son. Vim da África, mãe, mas se a vida é vã, e banda me fiz, e ganha raiz, eu pego o touro na unha. Canta pra Exu, Pajubá, aguenta sem xoxá, pra fazer você. Mojubá, oi, mará, bobobá. Et je vais montrer cette deuxième partie ici. Donc, je fais une petite traduction parce que dans la seule partie qui est complètement en portugais, mais il parle vraiment comme de toute l'oppression, la répression qui sont subies par les personnes comme LGBTQI. Et donc, c'est comme il dit, comme ne me juge pas par la bouche que j'embrasse, par la couleur de ma chemise, la foi que je professe. Ne me juge pas, je connais mon désir. Ces doigts qui accusent ne m'arrêtera pas. J'ai dit non depuis longtemps au vieux discours chrétien. Je suis Manicongo. Il y a deux têtes dans un seul cœur. Il y a tant et pourtant une seule. Je suis la transition. Je porte deux mondes sur mes épaules. Et ici, c'est qu'on appelle Commission des Devants, c'est un groupe comme scénique qui va danser pour présenter l'école. Et on va le voir un peu plus bientôt. Et vous vous souvenez qu'ici, dans les structures de samba, il y a toujours une introduction. Et normalement, les écoles qui sont plus traditionnelles, ils font une introduction d'une chanson ancienne qui a déjà remporté un prix. Ce n'est pas le cas de Tuiuti parce que Tuiuti, c'est une école relativement jeune dans le sens qu'il y a plusieurs groupes. Genre, c'est comme si les groupes plus pauvres, et s'ils font un bon défilé, ils vont avoir un upgrade, ils vont monter à un autre groupe plus privilégié. Et
Et donc, Tuiuti, ça fait quelques années qu'ils font partie du groupe qu'on appelle groupe spécial des défilés. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment une tradition, ils ont une tradition, mais ils ne sont pas très connus par le public général. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est parce qu'au moment de l'introduction, les autres écoles, elles chantent leurs propres chansons et Tuiuti n'avait pas vraiment une chanson très célèbre pour chanter. Donc, cette année-là, le sujet de son défilé était les religions africaines pratiquées à Cuba. Et parce qu'à Cuba, on appelle Santeria, qui sont mais ils sont très comme semblables, sont très proches des religions pratiquées au Brésil. Euh, donc, c'était les défilés, pour à mon avis, les plus beaux de cette année-là. Et, et donc, je vais juste vous montrer parce qu'il chantait la même chanson, comme les mêmes samba enredo qui étaient chantés pendant tous les défilés, mais il a fait une petite introduction a cappella. Et ça, c'est les chanteurs principaux du carnaval de Tuiuti. Et vous allez remarquer qu'il y a une voix que c'est vraiment comme un ténor, comme un peu, qui ressemble un peu à l'opéra. Et donc, je vais vous montrer, il y a à peu près 1 minute, mais je pense que ça vaut la peine de les montrer. Attendez, je vais juste fermer le microphone encore. É o dono do poder, moeda não pode mais moer, põe fogo na cana, tem mandinga e entender, hoje o couro vai comer, nas barbas de Havana, o ânimo de ser do bate-pum, com a lâmina sagrada de Ogum e a cena de quem ama o Edipa. A rama do Caribe se expandiu pro verde e amarelo do Brasil, nas cordas do Opelê. Je vais arrêter ici à cause du temps, mais je trouve comme je suis capable de regarder tous les défilés une nouvelle fois parce que c'était vraiment beau. Et donc, j'avais commenté qui, comme c'était les thèmes, c'était les religions de matrice africaine, mais comment se passe aujourd'hui, comment ils font les choix de thèmes? Et donc, ça arrive le suivant. Et il y a un groupe de directeurs, un groupe qui fait partie vraiment de l'école, qui vont faire un comité des musiciens, des chercheurs, des membres de la communauté, ils vont choisir un thème qu'on appelle enredo. Et à partir de ce moment-là, ils vont ouvrir une période d'inscription pour que les compositeurs puissent soumettre le samba comme les samba enredo, que c'est vraiment comme la chanson qui doit se baser sur le synopsis qui était fourni par l'école. Donc, c'est pour ça que, par exemple, j'avais commenté j'avais mentionné que Tuiuti, cette même école qui a rendu hommage à Chica Manicongo et maintenant aux religions cubaines, cette année-là, ils ont choisi Tia Ciata, c'était la Baiana pour rendre hommage. Et donc, ils ont annoncé ça la semaine passée. Donc, maintenant, c'est la période d'inscription euh, pour les concours. Et donc, il va y avoir genre une centaine de compositeurs qui vont écrire les samba, qui vont créer des chansons. Il va y avoir un concours. Et donc, c'est un comité aussi qui va évoluer et qui va faire les choix du samba, que c'était le samba champion. Normalement, c'est annoncé en juin, plus ou moins. Et donc, c'est vraiment comme une Coupe du Monde, c'est vraiment comme un championnat sportif. Il va y avoir des tours qualificatifs, des demi-finales, des finales, et les gens seront toujours dans les quadres, les arénas pour soutenir, comme il y a pour soutenir l'un ou l'autre compositeur. Et c'est toujours comme une grande fête. Et aussi, des fois, comme il y a des, des disputes, parce qu'ils comme ils sont fâchés, ceux qui n'ont pas gagné le concours, etc. Et et ça, à partir du moment qu'il est samba, il est vraiment élu, que le travail de recherche sera plus approfondi dans le sens qu'il est carnavalesque, que c'est le designer, l'artiste
qui est responsable du défilé, qu'il va commencer à créer les éléments, les costumes, les chats et tous les genres d'allégories qui soient cohérentes avec la parole, parce que pendant les défilés, il faut qu'il les samba, la chanson et les défilés aient une cohérence et aient un genre d'intégration narrative. Donc, il faut qu'ils aient du sens ensemble. Je veux dire que c'est pas possible de comprendre la parole de samba toute seule si on ne voit pas les défilés, mais si tu vois les défilés sans avoir lu la parole, c'est aussi difficile à comprendre. Donc, les deux, ils forment une unité narrative très, très intéressante. Donc, c'était comme on a déjà vu que c'était les manifestations plus spontanées qui ont commencé à s'organiser pour se transformer finalement en école de samba. Mais même si les écoles occupent aujourd'hui une place très importante, nous avons encore, même aujourd'hui, des grands blocs ou des cordons, comme on avait vu auparavant, et dans les rues de Rio. Donc, c'est le cas, par exemple, comme on voit ici, comme le cordon de Bola Preta. C'est un cordon qui réunit normalement entre 1 et 2 millions de personnes le samedi matin, et il existe depuis plus de 100 ans. Et donc, il y a plus d'un siècle, je pense qu'il y a 110 ans, 111 ans d'existence. Ils défilent tout samedi des carnavals. Et ils n'ont pas un samba enredo, ils n'ont pas une chanson propre, mais ils défilent toujours en jouant des musiques traditionnelles, chansons traditionnelles des carnavals. Et moi, je fréquentais toutes les années, comme j'étais au cordon de Bola Preta. C'était vraiment, vous voyez, comme c'est vraiment plein de gens, et ça commence genre à 7 heures le matin d'un samedi. Et je pense que c'est la seule fois dans ma vie que je me réveille tôt sans me plaindre parce que ça vaut vraiment la peine. Et ici, c'est un autre, c'est Cacique de Ramos, c'est aussi un bloc de carnaval, mais ils ont une structure qui est un peu plus proche d'une école de samba. Ils ont une barrière, une batterie. Vous voyez comme il y a une barrière pour séparer les gens qui vont défiler et les gens qui vont juste assister. Et ils ont une batterie et ils ont toujours une chanson annuelle, un genre de samba enredo de Noël. Et au contraire de Bola Preta, qui défile les matins, le Cacique de Ramos défile pendant le soir. Et ils ont aussi, comme vous voyez, comme des costumes. Dans Bola Preta, c'est beaucoup plus, comme on va comme as you are, comme on va habiller comme on veut. Et non, Cacique, il y a vraiment une structure un peu proche d'une école de samba. Et, et cette année-là, par exemple, on a eu 803 inscriptions des blocs du carnaval. Donc, vous voyez ici, Bola Preta a à peu près 2 millions de personnes. Cacique, il y a un peu moins, comme c'est moins de 2 millions de personnes. Mais il y a 800 groupes, 800 cordons de carnaval, en plus des écoles de samba. Donc, c'est vraiment comme un événement le carnaval des rues à Rio, c'est un moment très. On ne peut pas échapper. Si tu es à Rio, tu vas voir le carnaval. Si tu n'aimes pas le carnaval, tu vas voir le carnaval, tu vas le vivre quand même. Et Et ici, comme ça commençait les avenues de centre-ville. Donc, avant les années 1940, quelque chose, c'était sur la Place 11, les quartiers où vivait Tia Seata, que j'avais mentionné plus tôt. Donc, ils montaient comme des chaises pour les gens, c'était temporaire, pour que les gens puissent regarder les défilés. Mais ça a commencé à augmenter le nombre de spectateurs de l'école. Donc, ils avaient les sièges qui étaient installés. Mais ça, ce n'était plus suffisant. Donc, avant, c'était sur la Place 11 et après, ils ont déménagé à Avenida Presidente Vargas et Rio Branco, qui sont des rues plus larges et plus longues. Mais pour monter comme les structures, tout cela, c'était vraiment comme difficile. Donc, ils ont remarqué qu'ils avaient besoin d'une place juste pour le carnaval. C'était juste dans les années 80 qu'il a venu Marquês de Sapucaí, elle a été construite. Et c'était pendant le gouvernement Brizola, c'était le gouverneur de Rio, que c'était vraiment comme il était une personne qui portait beaucoup d'attention à la culture populaire. Donc, il a construit cette avenue avec les structures définitives. Il était projeté par Oscar Niemeyer, qui est un architecte très, très réputé brésilien. C'était lui qui a planifié la ville de Brasilia, qui est aujourd'hui la capitale du Brésil. Donc, ce projet initial, il avait 89 000 places.
Donc, au début, c'était 89 000 personnes qui pouvaient assister au défilé. Donc, on appelle Sapucaí parce que c'était comme un nom informel qui était donné. Ça pouvait marquer Sapucaí, c'était un politicien, un homme très influent. Mais le nom officiel, en effet, s'appelle professeur Darcy Ribeiro, que c'est un professeur aussi qui était très important de l'histoire du Brésil pour replanifier l'éducation nationale. Mais on appelle aussi Sambodrome, que c'est vraiment comme le lieu du samba. Et, euh, et donc, ça, c'est les structures, euh, les chiffres sur les structures de la Sapucaí. Donc, vous voyez, comme il y a 4 types de sièges, les grandes tribunes qui sont en vert. Donc, c'est les moins chères. Elles sont chères quand même, mais sont moins chères et plus populaires. Les frisas, qui sont en jaune, qui sont comme des chaises plus comme dans les niveaux de sol, que les personnes peuvent regarder les défilés comme en bas. Et les chaises numérotées, qui sont devant les frisas. Et les camarotes, qui sont comme cette petite partie en bleu, qui sont la partie les plus comme VIP. Et elles sont très chères, c'est comme les grandes entreprises, les célébrités. Elles préfèrent être dans les camarotes parce que c'est plus confortable. Mais par contre, c'est pas. Normalement, les gens qui sont dans les camarotes, elles ne font pas beaucoup attention au défilé parce qu'il y a toujours comme d'autres fêtes là-dedans. Donc ici, c'est comme on peut regarder, c'est plus ou moins comme on peut voir à partir de ces sièges ici. Et ici sont vous voyez, comme ici c'est les camarotes, ici c'est les frisas, et ici c'est les chaises numérotées. Et ici un peu plus en haut, mais ici je ne sais pas si c'était un hélicoptère ou un drone, mais c'est comme une vision plus panoramique de ici comme des chaises, tout cela. Donc vous voyez comme le défilé, il a une unité, c'est comme un grand tapis. Et donc, comment ça commence la préparation d'un défilé? Et elle est longue, donc elle implique de nombreuses équipes. Et la figure centrale, c'est les carnavalesques, c'est les designers, comme directeur artistique de défilé. Donc, une fois que les thèmes étaient choisis, ils développent genre, les récits et la manière dont elle s'est ralliée au char, les ailes et la commission des fronts, pour que tout soit cohérent. Donc, les éléments centraux sont les ailes, sont comme vraiment des groupes qui vêtent les mêmes costumes. Donc, il y a plus ou moins entre 25 et 35 ailes, chaque école, chaque défilé. Et dans chaque aile, il y a plus ou moins 100 personnes. Il y a la commission des devants, qui c'est un groupe qui est chorégraphé, qui va danser comme pour présenter, pour ouvrir le défilé. Et il y a aussi la porte-drapeau et son escorte, qui c'est la personne qui porte les drapeaux et qui va honorer l'école. La batterie, c'est la percussion, il y a à peu près 100 personnes aussi, non, 200 personnes plus ou moins. Et les baianas qui sont toujours l'hommage à Tia Seat et aux autres baianas. Et les chars, qui normalement sont entre 5 et 8. Et chaque école, chaque défilé va avoir à peu près entre 3 000 et 5 000 personnes. Et donc, ils sont 6 écoles qui défilent non, pardon, trois écoles qui défilent dans 3 jours. Donc, ce sont 12 écoles au total. Donc, vous voyez comme c'est beaucoup de gens vraiment impliqués juste pour défiler. Il y a aussi les gens qui sont dans le backstage qu'on ne voit pas, mais qui sont les responsables de faire les costumes, les chars, tout cela. Donc, c'est vraiment une industrie très importante et qui mouvemente des billions des reais, des billions, même des dollars, même si on fait la conversion des devises, comme ça mouvemente des billions de dollars. Donc, c'est une industrie qui n'est pas seulement culturelle, mais c'est vraiment important pour l'économie du Brésil. Et je vais montrer vite ici la vidéo d'un groupe de baianas, parce qu'il faut toujours que les baianas, elles aient un mouvement qui ressemble à un horloge, il faut toujours un engrenage, il faut toujours tourner. Et ils doivent faire ça pendant toutes les défilés. Donc, je vais montrer.
Et donc, les ailes des Bayanas sont toujours déjà comme des dames un peu âgées qui font partie de la communauté. Donc, c'est vraiment comme un honneur faire partie des ailes des Bayanas dans une école de samba. Ici, c'est Mangueira, c'est l'école l'une des plus anciennes que j'avais mentionnées. Et donc, normalement, les couleurs sont les roses et les verts. Donc, il y a la présence toujours très, très, très forte des deux couleurs de chaque école dans chaque défilé. Donc, Mangueira, il a toujours comme le rose, c'est le plus présent. Et ici, donc les carnavalesques, ils commencent à faire genre les croquis de chaque aile, comme chaque aile. Et vous voyez donc ici, chaque groupe, chaque aile va avoir un costume qui sera le même. Et comme ça, comme l'évolution du défilé, il va raconter un peu de l'histoire à partir de chaque costume, aussi en conjoint avec la parole. Et donc, c'est comme ça que ça commence. Et après, il va envoyer vraiment comme aux gens qui vont faire, comme les artisans. Ici, c'est qu'on appelle Cité du Samba. Donc, c'est vraiment au centre, c'est proche du centre-ville. Et chaque école, elle a droit à un qu'on appelle pavillon. Et donc, c'est une partie ici de cette structure. Et c'est là que tout va avoir, tout euh, va avoir lieu. Et donc, vous voyez, comme il y a plusieurs personnes impliquées qui vont vraiment comme préparer les costumes, qui vont préparer les chairs et les chars. Et normalement, c'est aussi c'est confidentiel parce que les autres écoles ne peuvent pas avoir accès à ce que les autres sont en train de faire parce qu'il faut que tout soit inédit, que tout soit très, très, très nouveau. Et donc, ces entrepôts sont confidentiels parce qu'il faut avoir l'élément surprise. Et donc, pendant comme ils sont en train de faire les costumes, et il y a aussi comme les répétitions parce que il faut que les batteries soient parfaites, il faut aussi que les gens qui vont défiler soient dans le rythme parfait parce que ça compte aussi pour les championnats. Et donc, et les répétitions commencent dans les sièges de chaque école vers juin, juillet. Mais à partir de janvier, ils commencent à faire des répétitions hebdomadaires dans la Sapucaí, c'est pour calculer la vitesse, parce que la vitesse, il faut qu'elle soit la même, qu'il soit régulière pendant les défilés. Et donc, ici sont les critères d'évaluation de chaque défilé. Ah, attends. Je n'arrive pas à... Oui, je passais. Et donc, vous voyez comme ça exige beaucoup de discipline, comme il faut que tout soit bien aligné, que tout soit bien techniquement parfait. Donc, il y a ici, c'est les critères d'évaluation pour que l'école aille un défilé parfait. Donc, c'est la percussion. Et je vais lire et après je vais expliquer chaque percussion, le samba enredo, qui c'est comme la chanson, harmonie, évolution, les thèmes, les chars, les costumes, la commission de devant et la porte-drapeau et son score. La percussion, c'est le cœur de l'école. Donc, c'est responsable du rythme, de son identité sonore. Comme j'avais mentionné avant, comme les sourds, donc c'est l'instrument le plus grave, le plus gros. Et on n'est même capable de les identifier par rapport à chaque école parce que les sourds, ils ont une identité. Et c'est une chose très importante qui était créée par Mestre André, c'était le maître des batteries de percussion à Mocidade, c'était une autre école. Il a créé la paradinha, qui c'est genre une sorte de tension et d'excitation, comme un petit arrêt. Si tu es déjà habitué au rythme de la chanson, à un moment donné, il va créer un arrêt, qui c'est au moment que ça va créer une expectative, un intervalle plus long entre les cadences. Donc, c'est génial. Et, mais je vais juste dire que, OK, l'école, elle doit défiler entre 70 et 80 minutes. Elle ne peut pas être moins de 70 minutes, mais elle ne peut pas être plus de 80 minutes. Sinon, elle va perdre des points dans l'évaluation. Et, donc, je vais passer ici. Je vais montrer juste vite, vite la répétition d'une batterie, juste pour voir.
Alors, vous voyez qu'il faut qu'il y ait une interaction parfaite entre les musiciens pour que la batterie soit aussi parfaite, pour que la cadence soit parfaite, pour que tout soit parfait parce que ça va compter des points. Et donc, c'est déjà la paladine était déjà une technique utilisée dans les cérémonies de Mbandai Candomblé, qui sont les religions des matrices africaines. Et donc, ils font toujours, même aujourd'hui, que c'est la façon de créer une connexion plus intense entre les gens pour provoquer une élévation de la voix et pendant les rituels. Donc, il y a une intention spirituelle dans le paladine, mais qu'il était transporté au carnaval, que c'est plus spirituel, mais ça créait toujours une tension et un moment de joie plus intense. Après, comme il y a les samba-enredo, que c'est vraiment la chanson, donc c'est la musique qui est composée pour raconter l'histoire que l'école souhaite présenter. Donc, ce qui est évalué, c'est la qualité des paroles, la mélodie, et il y a aussi l'harmonie. L'harmonie, c'est un critère très intéressant parce que c'est la synergie entre les rythmes et les chants. Donc, elle va résulter de la manière dont les membres d'une école défilent et chantent le samba-enredo. Comment ils vont démontrer la synergie parfaite, la conscience, la maîtrise, l'interprétation de la chanson ou du rythme. Et donc, c'est pourquoi c'est parce que c'est très important que les gens puissent participer aux répétitions, parce qu'ils sont elles qui vont déjà se préparer pour que l'harmonie soit parfaite au moment du défilé. Et il y a une anecdote personnelle qui, en 2012, c'était le carnaval. Il y a une amie, elle allait défiler dans une école qui s'appelle Ville Isabelle, mais elle était tombée malade. Il m'a offert son costume pour défiler à sa place. Mais moi, comme Ville Isabelle, c'est pas mon école. Moi, je connaissais pas vraiment je connaissais comme le thème, mais je connaissais pas, comme je savais pas chanter la chanson, mais j'ai accepté de défiler parce que comme je vais jamais refuser un défilé de carnaval. Et quand je suis arrivée là-bas, et il y a plusieurs directeurs d'harmonie qui sont toujours, ils sont toujours comme ils entourent chaque aile pour voir si les gens sont vraiment en harmonie. Et ils sont aussi responsables d'encourager les gens, de motiver les gens pour que tout le monde soit content. Mais il m'a vu, comme il a dit, comme, mais tu n'étais jamais dans une répétition, je ne sais pas, tu viens d'où? Et j'ai dit, comme, mais non, je ne viens pas d'ici, c'est une amie qui est tombée malade. Il a vraiment dit, comme, mais écoute, tu ne peux pas comme, faire un effort parce que tu ne peux pas euh, apporter des problèmes pour notre harmonie. Mais il était vraiment fâché. Et donc, j'ai fait un gros effort pour ne pas perturber l'harmonie de l'école. Mais j'ai vu que c'était vraiment une chose très sérieuse, très sérieuse. Et s'il y a un autre problème qui arrive à l'école, par exemple, s'il y a un problème dans la percussion, s'il y a un problème dans un chat, et ça va poser des problèmes pour l'harmonie parce que les gens seront préoccupés, seront inquiets. Donc, c'est pour ça que tous, harmonie, c'est vraiment comme les besoins que tout soit en harmonie, tout soit parfait ensemble. Et il y a aussi l'évolution. L'évolution, c'est une progression technique de l'école pendant les défilés. Donc, les gens ne peuvent pas courir, elles ne peuvent pas marcher plus lent, et elles ne peuvent pas avoir des espaces entre les ailes, et elles ne peuvent pas avoir des trous entre les ailes, et parce que c'est un problème d'évolution, c'est genre le flow qui ne peut pas avoir de problème. Donc, il faut il est important que le défilé ressemble à un tapis sur l'avenue. Donc, on peut voir ici l'image comme un problème qui est arrivé quelque part, qui a fait qui cette partie ici, comme ces ailes défilent plus vite, et celle ici comme plus lentement. Donc, il y a eu ces trous, et c'est sûr que ça a apporté des problèmes pour les défilés. Et il y a aussi comme il y a une curiosité parce que puisque l'avenue elle a 700 mètres de longueur, et toujours comme les chanteurs, ils marchent, comme la batterie aussi, elle va défiler ici. Et il y a tout un calcul, une mathématique autour de comment la chanson, elle sera jouée en même temps par toute l'avenue si, si la grandeur, comme la longueur de l'avenue, elle est plus longue que la capacité du son. Euh, et genre, le son, il prend quelques secondes. S'il part ici du début de l'avenue, il va prendre quelques secondes pour arriver à la fin. Donc, ici, dans chaque, toutes les, je pense que 30 mètres, il y a un speaker, mais ils sont calculés avec quelques fractions de secondes pour jouer avec un certain retard, pour qu'en effet, et ce retard va permettre que la chanson soit jouée en même temps, en effet. Et ce qui est fou,
les plus faux parce que comme la batterie, elle va défiler, donc ces calculs, il n'est pas fixe. Et le calcul, il faut changer à chaque minute pour que le son soit toujours le même par rapport à la position de la batterie. Donc, c'est vraiment comme un ensemble d'ingénieurs, des gens qui font ces calculs, qui calculent pour que les défilés soient parfaits dans le sens technique, pour que tout le monde puisse chanter ensemble la chanson. Mais en effet, elle ne chante pas ensemble, elle chante dans un petit retard en effet, qui va rendre parfait le défilé, c'est ce qui est fou. Et l'autre critère, c'est le thème, comme c'est enredo, donc c'est le développement du thème, c'est la narration qui sera construite autour de thème, le concept, l'histoire. Et j'essaie de changer mon écran ici. Et, donc, il faut qu'il soit un accord comme avec les représentations iconographiques, comme les éléments scénographiques, les costumes, les chairs, etc., les chats. Et donc, le récit, il va s'exprimer non seulement à travers la parole, les paroles de la musique, mais tous les autres éléments. Vous vous souvenez, quand j'avais dit qu'ils ne sont jamais toutes seules, il faut que tout le monde soit ensemble pour que ça ait du sens. Et donc, si disons qu'un chat, il apparaît dans le mauvais ordre, ça va affecter la compréhension du thème. Et aussi, comme les chats, c'est comme la catégorie qui va analyser les éléments scénographiques qui sont sur les roues. Donc, les costumes aussi qui sont dans les chats, donc sont évalués la créativité artistique, la conception des allégories, la qualité des matériaux, l'adéquation avec les scénarios, les finitions, l'uniformité des détails. L'autre élément, c'est les costumes. Donc, c'est un peu pareil avec les chats, mais les costumes, va évoluer comme les costumes présentés dans les défilés qui sont par terre. Et donc, à l'exception de ceux qui sont sur les chats, sur les roues, donc ils vont évaluer aussi la créativité, la conception, l'adéquation, etc. Et la commission des vents, c'est le groupe qui va ouvrir les défilés, qui va présenter les défilés. Ils sont les premières personnes qui seront sur l'avenue. Donc, c'est un groupe chorégraphié qui va se présenter à pied ou sur les rues. Donc, ils vont exécuter une chorégraphie qui va résumer l'idée centrale. Et donc, ils vont analyser vraiment comme la chorégraphie, la conception artistique, aussi la qualité des costumes. On va voir qu'un petit... Oups. Est-ce que vous voyez la vidéo ou non? Non? Je vais essayer de diminuer ici pour voir si ça marche. Ah oui, je vais montrer comme ça. On n'entend pas. Ah, ok. Ok. Parfait. Ici, c'est la porte-drapeau et son escort. Donc, c'est un couple qui va exécuter une danse qui est inspirée des styles comme l'afro et les classiques en même temps. Donc, le rôle est de conduire l'école, d'honorer le drapeau parce que chaque école a son drapeau. Et donc, ils ne peuvent pas montrer un manque d'harmonie ou de joie dans ces rôles. Et les drapeaux ne doivent être jamais enroulés ni tombés.
Et donc, ce défilé, c'était 2016 de Mangueirão, c'est l'école traditionnelle que j'avais mentionnée. C'était un défilé historique. Il rendait hommage à Maria Bethânia. C'est une chanteuse encore vivante et brésilienne. Et ici, elle s'appelle Skel. C'est un porte-drapeau qui est vraiment respectée. Elle est très jeune, mais elle est très respectée. Et maintenant, elle est à Portela. Elle n'est plus à Mangueira. Mais je me souviens que c'était étonnant, cette présentation, cette performance ici. J'étais là-bas à ces jours. Et il y avait quelque chose de très, je sais pas comment expliquer, mais c'est très spécial. Et donc, OK, donc ça, c'est les critères, comme ça donc vous voyez comme c'est vraiment technique, c'est vraiment comme très spécifique, les défilés, comme bien que ça soit une fête, comme les travails là derrière pour que tout soit parfait, c'est vraiment comme très stressant, c'est très, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Et donc, comment ça fonctionne, les systèmes de notation? Donc, il y a aujourd'hui 54 juges au total et il y a des juges comme des groupes qui sont spécialisés comme pour chaque critère. Donc, des juges juste pour la percussion, des juges juste pour la porte-drapeau et les sound score, les juges pour les costumes. Et, et donc, ils vont attribuer les notes. Et donc, les défilés, ils se passent les dimanches, les lundis et les mardis. Et donc, les mercredis, le dernier jour de carnaval, ils vont lire live les notes. Ce qui est, en bref, c'est une façon vraiment vieille de faire l'évaluation parce qu'on pourrait simplement mettre dans un tableau et après, comme dit, comme c'était qui la championne. Mais ça, comme c'est les charmes du moment parce que tout le monde arrête. Même moi, comme je demande une pause au travail pour regarder le moment de faire la lecture des notations parce que c'est très important. Et c'est comme Perlinger, donc c'est un journaliste qui fait la lecture. Ça fait, je pense, qu'il 50 ans qui lit comme la personne qui participe à la lecture des notations. Donc, c'est vraiment l'identité du défilé de Rio, c'est Jorge Perlingeiro. Je vais vous montrer juste un moment, et cette année-là, qui est Viradouro, elle était la championne. Vous allez voir comme ici, et c'est le lieu où il fait la lecture, mais ils vont montrer aussi le siège de Viradouro où les gens de la communauté sont allés pour écouter la lecture. Ah, attends, je vais mettre le son. Mocidade Independente de Padre Miguel, 9,8. Atenção! Beija-Flor de Nilópolis, 10. Unidos do Viradouro, nota 10. A Unidos do Viradouro é a campeã do Unidos da Carnaval Tijuca, 2026. 9,9. Tá aí toda a vibração do homenageado, o enredo, o mestre de bateria, mestre Cissa. Abraçando Marcelinho Calil. Presidente da escola, e tá aí a quadra pra você, toda a vibração direto de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Donc, vous voyez, c'est vraiment un moment très important. Donc, personne n'est pour la lecture automatique des notes parce que c'est vraiment comme les moments les plus, les plus attendus pendant le carnaval. Et je vais passer ici. Donc, qu'est-ce qui arrive à l'école qui était gagnante? Donc, ce sont deux écoles qui défilent. Les 6 qui sont placés en premier, ils vont revenir pour défiler les samedis après le carnaval. Et la dernière école, elle sera reclassée dans les groupes inférieurs au groupe, spécial. Donc, le système s'applique aussi aux groupes d'accès, dans les groupes qui sont en bas. Donc, les défilés, il va toujours avoir un genre de... comment dire, ça ne sera jamais fixe, les écoles. Comme il y aura toujours un mouvement où la dernière école va descendre, la première école du groupe précédent va monter. Donc, ça permet toujours que les écoles aient une opportunité aussi de monter et de changer la hiérarchie. Et aussi, comme je n'ai pas mentionné, parce que c'est vraiment comme un sujet délicat, mais ce qui arrive avec la répartition aussi
de l'argent. Donc, il y a un pourcentage qui est réservé à chaque école gagnante, des personnes qui vont payer par les billets, par exemple, parce que les billets sont chers. Donc, il y a un pourcentage, comme la première école va avoir une partie plus grande, etc., etc. Mais il y a aussi beaucoup d'investissements des compagnies privées qui vont investir dans les écoles, mais on ne peut pas comme nier qu'il y a aussi comme une participation des fois du crime, genre des jeux illégaux. Et donc, c'est vraiment, mais ça, c'est pour ça qu'il y a d'une façon légale ou non, il y a une participation vraiment euh, massive de la communauté dans la réalisation de chaque défilé, de chaque école. Et aussi, comme, oh, on va finir exactement pile. Et il y a un caractère social des écoles parce qu'elles sont responsables, qu'elles vont se consacrer au défilé, mais les écoles, elles possèdent toujours comme un genre de mission sociale. Donc, elles ont des centres éducatifs, des écoles, des garderies, ils offrent des services médicaux, des orientations juridiques, des écoles techniques et pour professionnaliser les enfants, des projets sportifs. Et donc, ces initiatives vont offrir aux jeunes pauvres, des quartiers pauvres, l'espace pour faire de la socialisation, pour renforcer leur estime de soi, leur identité, pour donner des nouvelles perspectives de l'avenir. Et je vais donner juste un exemple. Mocidade, c'est une école qui vient de Padre Miguel, c'est dans la zone ouest. Et ils ont une histoire vraiment reconnue de l'éducation et de formation professionnelle. Donc, ils ont même des études, des gens qui font des doctorats, qui vont là-bas pour analyser comment ils sont connectés vraiment à la communauté. Et pour participer au projet, il faut que les enfants, par exemple, fréquentent l'école, qu'ils aient de bonnes notes. Donc, c'est toujours une façon de les encourager à continuer l'éducation parce qu'ils trouvent ça important et pour diminuer aussi le taux de criminalité. Et donc, oui, comme moi, je serais capable d'en parler pendant des heures parce que ça me rend vraiment comme très, très enthousiaste, mais je vais fermer ici. Je vais arrêter le partage de l'écran. Et donc, je vais juste, est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Allez-y, Madame Oui, Johnson, oui. Oui, mais quand le premier groupe rentre, la musique, j'imagine, commence, mais quand le premier groupe est rendu au milieu, il y a déjà un deuxième groupe d'entrée. Alors, quelle musique est entendue dans les estrades? et Tout en non, même temps? non, c'est pas en même temps. Ils ont chaque groupe, ils ont maximum 80 minutes pour défiler. Donc, c'est juste au moment qu'ils vont finir, qu'ils vont sortir complètement de l'avenue. Il y a une porte c'est vraiment la porte qu'il y a une horloge, genre une montre qui va dire la durée du défilé. Donc, les gens vont fermer la porte, l'avenue sera vide et c'est à ce moment-là que l'autre école va commencer à défiler. Donc, OK. il y a toujours une petite pause. Il y a un système de sirènes, comme la première sirène, c'est pour aviser qu'il doit commencer et qu'il doit se placer proche de l'avenue. Après la deuxième sirène, comme ça veut dire comme c'est le moment vraiment de commencer à ouvrir la porte. Et après la troisième sirène, c'est le moment de commencer à chanter l'introduction. Et c'est à ce moment que ça va vraiment compter. L'horloge va partir, ils vont chanter l'introduction et après 2 minutes d'introduction, et normalement l'introduction c'est a cappella, donc et aí, après, quand ils font et ça va commencer la percussion à chanter et les défilés commencent, il y a des feux d'artifice. Donc et l'autre école est déjà en train de sortir à la fin de l'avenue. Mais par exemple, il faut toujours avoir une synergie, même si elles sont genre comment, c'est pas des ennemis, mais il y a une compétition, il y a une Oui. rivalité, mais il faut que l'école qui a déjà défilé, elle soit vite dans la sortie des chats et tout cela pour ne pas avoir de problèmes sur l'école qui est en train d'arriver. Et c'est pas comme le football, par exemple, qui les gens se détestent. Il y a toujours un esprit communautaire, vraiment, pour que tout le monde puisse faire un bon défilé. Et donc, c'est comme ça. Donc, ils arrêtent complètement et après, ça va commencer l'autre défilé. OK. Donc, l'espace qu'on disait tantôt qu'il ne fallait pas qu'il y ait un espace, c'est dans le même
la même école. Exactement, OK, exactement. OK. D'accord. Merci. De rien. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être, qui viendraient? Ah, absolument. mais c'est- Euh, quand, quand Alexandre a participé au défilé, il avait payé, je pense, un certain montant pour avoir un costume et marcher dans le défilé. Ça, c'est prévu par les écoles, mais il me semble que ça doit gâcher un peu l'ensemble des écoles, de l'école. j'ai pas compris, il faudrait quoi? Marcher dans le défilé? Oui, Alexandre a marché dans le défilé à Rio, mais je ne sais pas si c'était dans la finale ou quoi, mais ils avaient payé pour avoir un costume, puis ils ont défilé, Alexandre et son ami, mais ils ne bougeaient pas, ils faisaient juste marcher sans chanter quoi que ce soit. Puis j'ai dit, il me semble que ça va briser l'atmosphère de l'école. Oui, mais c'est un pourcentage des costumes qui sont réservés pour, genre, pour les touristes ou pour les gens qui sont intéressés à défiler. Mais c'est un pourcentage, c'est vraiment une quantité plus petite qui, même si les gens ne savent pas parler la langue ou ne savent pas chanter, ça ne va pas poser de problème parce que la plus grande majorité du défilé est fait par les gens de la communauté. Donc, c'est pour ça que, par exemple, le costume mon ami m'avait offert, c'était un costume de la communauté. Donc, c'est pour ça que le directeur d'Harmonie, il était là-bas, il disait comme, mais je ne connais pas, tu n'étais pas là, tu ne viens pas de notre quartier. Mais il y a comme les ailes qui sont pour les personnes qui viennent d'autres villes, d'autres pays, mais c'est vraiment comme tout bien calculé pour que ça ne pose pas de problème. Moi aussi, j'aurais une petite question. J'avais entendu Mhm. dire que chaque école a sa reine, un peu comme une ruche d'abeilles, si on veut. Euh, Uh-huh. c'est quoi le rôle de la reine de l'école? Alors, j'ai évité de mettre l'image parce que moi, je suis toujours pour la reine de la batterie, comme la reine de la percussion, mais il y a toujours un gros débat parce qu'elles sont toujours hypersexualisées, elles viennent comme sans, quasiment sans, les costumes montrent beaucoup de corps. Mais je peux comme montrer ici, je vais chercher vite, vite une vidéo parce que la reine, elle a un rôle très important. C'est juste que j'évite, si on ne peut pas s'approfondir dans la discussion, ça, je sais que ça sera plus comme hypersexualisé, mais elle est la personne qui sera devant le groupe de percussion. Donc, normalement, il y a 200 personnes qui vont jouer plusieurs instruments de percussion. Elle sera là-bas et elles ont toujours une chorégraphie qui est ça a l'air de qu'elles sont. J'ai l'impression qu'elles portent toute la percussion dans le corps parce que les mouvements sont toujours très synchronisés avec et c'est fascinant. Et, mais certaines écoles, elles vont embaucher des célébrités pour être la reine parce que ça va donner plus de visibilité. Donc, c'est un peu ridicule parce qu'elles ne savent pas danser, comme elles sont juste belles, donc elles sont là et elles marchent comme ça sans savoir quoi faire. Et on sait vraiment quand la personne, elle vient de la communauté ou non. Et ouais, c'est ça. Je vous recommande, je vais écrire ici comme pour chercher sur les réseaux sociaux parce qu'on ne va pas avoir le temps. Mais Mayara Lima, c'est la reine la plus. Et Mayara, je pense que c'est la plus respectée aujourd'hui. Et Mayara Lima Tuyuchi. Et vous pouvez chercher après sur YouTube, sinon sur Google ou Instagram, et une vidéo de cette année-là de Mayara Lima. C'est fou. C'est fou. On a l'impression que la musique pulse de son corps. Donc, c'est une figure très importante, mais des fois, elle n'est pas assez prise en considération par les communautés parce qu'ils veulent comme d'autres. Donc, la reine, elle peut être là pendant plusieurs années. Elle n'est pas Oui, réélue à chaque année. OK. oui, non, il n'y a pas une élection. C'est vraiment comme la direction de l'école qui va le faire d'une façon pas démocratique. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un. Ouais, ouais, c'est comme les reines, elles sont comme ça. Et la monarchie, c'est comme ça. Mais, euh, mais oui, c'est ça, Marie-Ève. Moi, j'avais même au début mis comme une image, mais après, j'ai dit comme, je ne sais pas comment ça va être interprété parce qu'ils sont toujours comme nus et. Mhm. Ok, ben, merci beaucoup pour ta réponse. Je ne savais pas que c'était peut-être controversé, mais merci beaucoup, je vais regarder ça. Oui, oui, ça vaut vraiment la peine. Elle est parfaite. Moi, je toujours essaie de danser comme elle. Je n'arrive jamais.
Super, merci. Moi, j'avais l'impression, comme gens de l'extérieur, qui en connaissaient peu sur le carnaval de Rio, j'avais l'impression que c'était justement juste un paquet de femmes hyper sexualisées qui dansaient dans les rues. Maintenant, je vois que c'est pas ça, c'est comme une histoire, l'école, le travail, puis c'est tout le monde ensemble dans la communauté. C'est vraiment Oui, extraordinaire. J'ai oui, découvert vraiment un autre aspect complètement, là. Merci oui, beaucoup. c'est fascinant, mais même, genre, c'est pour ça que moi, comme ma maîtrise, c'était sur la littérature des femmes noires, mais j'ai beaucoup étudié Elélia Gonzalez, c'est une anthropologue brésilienne, et elle pose beaucoup de critiques par rapport à la figure de la mulâtre, que c'est la femme noire qui semble, qui danse, et elle dit que c'est le seul moment qu'une femme noire, elle va occuper une place de prestige dans la société, parce que, mais c'est toujours très c'est Mm. controversé parce que c'est un prestige qu'on sait pourquoi et on sait la raison, mais en même temps, c'est une figure importante, elle est très respectée. On voit dans les défilés entre les percussionnistes, quand la majorité sont des hommes déjà, et on voit, ils ne regardent pas avec des façons malicieuses, c'est toujours très respecté dans le moment où les reines de la communauté dansent, c'est vraiment comme un moment de révérence qu'ils font, qu'elle fait à la batterie, à la percussion, et que la batterie fait à elle. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de chercher Mayara de Tuyuchi cette année-là, parce que c'était vraiment un moment qu'ils font un cercle, qu'elle danse. Et, mais c'est ça, et même dans les femmes qui sont nues, comme dans le carnaval, il y a toute une signification derrière, mais c'est difficile d'expliquer quand on ne maîtrise pas on n'est pas Mm. dans les contextes. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Super. Ben si ça fait le tour, je te remercie infiniment, Emmanuela, de t'être joint à nous aujourd'hui pour cette belle présentation. C'était vraiment génial. Ah, merci à toi, Marielle. Merci à tout le monde, en effet, vraiment un honneur pour moi de parler du carnaval. Et j'avais arrêté la présentation. J'avais arrêté la présentation. Oui. Euh, il est où? Je vais juste montrer ici, vite, vite, mes contacts si jamais si vous avez des questions, si vous avez comme envie ici, si vous avez des questions, si vous voulez me parler, comme je suis toujours là, donc ici c'est mon courriel et personnel, ici le courriel de mon projet Les Raízes. Donc je suis toujours disponible, ça me fait toujours plaisir d'en parler. Et c'est ça, mais je vais arrêter ici les partages. Mais Super. Ben merci beaucoup. Merci à tous d'être venus à ce premier atelier. Et puis, je vous souhaite bon après-midi. Et pour toi, Léla, à très bientôt, hein? à très bientôt. C'est bien, bien. Super, Bye merci. bye. Bye bye. Ah, Lila, Roberta.